Bonjour à tous, je suis Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire autour de Michel Goya, que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine. Si vous ne le connaissiez pas, vous avez peut-être vu son livre, vous avez j'imagine, entendu Michel ou lu Michel ces dernières semaines. Michel Goya est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, entre d'autres affiliations. Et bien entendu, le prétexte pour le recevoir aujourd'hui est la publication de son livre qui connaît un succès mérité. Personnellement, j'allais dire que ça faisait longtemps que j'attendais ce livre, un bilan intelligent par un homme de terrain qui a connu le terrain, en tout cas, des interventions militaires françaises depuis les débuts de la Ve République. Et donc, je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. C'est une conversation, comme nous l'avons dit, à propos de ce livre, mais bien sûr, nous ne demanderons pas à Michel Goya de déflorer l'ensemble des idées qu'il développe dans son ouvrage, puisqu'il faut l'acheter, bien entendu. La FRS ne touche pas de royalties dessus, il n'y a que l'auteur qui en touche. Je vais bien sûr proposer à Michel Goya de commencer, puisque c'est un séminaire assez court d'une heure, par une intervention d'un quart d'heure environ, à la suite de quoi nous lui poserons toutes les questions, ou presque toutes les questions que vous souhaitez. Je vous encourage à vous servir de la fonction questions-réponses dans le chat et surtout, s'il vous plaît, à ne pas mettre de questions trop longues. Donc, faites des questions aussi courtes que possible. Et je vous donnerai en principe la parole dans l'ordre des questions, en tout cas dans l'ordre du chat. Je me réserve la possibilité, s'il y en a beaucoup, de les regrouper, voire de donner la priorité à celles qui me semblent les plus intéressantes. Cher Michel, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté et je te donne la parole pour environ 15 minutes. D'accord. Merci Bruno. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler effectivement du temps des guépards. C'est cet objet ici même. Je l'ai appelé le temps des guépards parce que, alors, c'est une référence au temps des léopards d'Yves Courrières. Non qu'il y ait un rapport avec la guerre d'Algérie, mais je trouvais que le nom claquait bien, quoi. Et le guépard, en revanche, c'est une référence aux unités françaises de l'armée de terre, en tout cas, qui sont en alerte permanente. Et donc, pour un soldat français, le guépard, ça signifie des choses très concrètes. Et c'est presque devenu synonyme d'opération extérieure. Donc voilà l'origine du titre. Et en sous-titre, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours. Et j'essaie de décrire comment la France a utilisé la force armée depuis 60 ans. Depuis, en gros, la fin de la période de décolonisation et qui correspond à une nouvelle ère stratégique très particulière, très différente des précédentes. Il suffit de reprendre la tranche de 60 années précédentes de 1902 à 1962 pour voir que les choses sont effectivement extrêmement différentes en la matière, c'est une période qui se caractérise par de multiples engagements, des engagements limités, mais malgré tout souvent violents, et qui font que la France est pratiquement en situation de petite guerre. C'est une petite guerre mondiale que nous menons depuis 60 ans, qui est un peu en fond de tableau et qui n'a quasiment jamais cessé. Alors, pourquoi commencer mon livre en 61 et pourquoi pas en 63 ? Pour deux raisons. D'abord parce que j'inclus dans mon étude l'opération de dégagement des bases de Bizerte en juillet 1961, donc une très courte guerre contre la Tunisie, parce que cette opération présente un peu toutes les caractéristiques de cette période nouvelle, avec une décision unilatérale du président de la République, des troupes qui sont prêtes à agir très vite, une opération qui est très limitée, qui est très violente, mais qui est très limitée dans le temps et avec des objectifs, là aussi, eux-mêmes limités. Et donc, on a toutes les caractéristiques un peu d'une opération, d'une OPEX, pour utiliser le terme consacré, d'une opération moderne. Et puis ensuite, parce qu'en 1961, c'est aussi l'année où le général de Gaulle
premier président de la Ve République, décrit dans un grand discours quelle est sa vision du monde et quelle est sa vision de l'emploi des forces armées dans ce cadre-là, dans ce monde nouveau. C'est un grand discours à Strasbourg où il décrit, après, alors que la guerre d'Algérie se termine, il décrit les deux hypothèses d'emploi possibles pour les forces armées françaises. C'est un, faire face à l'Union soviétique, à cette menace qui est une menace désormais avec cet élément technique nouveau qui fait que désormais l'Union soviétique ou un État d'ailleurs quelconque est capable de détruire la France en quelques heures grâce à des missiles intercontinentaux thermonucléaires. Il faut bien comprendre, c'est quelque chose de très nouveau quand même à l'époque. Et c'est un phénomène évidemment inédit dans notre histoire. Et donc, le premier axe, c'est ça, c'est faire face à cette menace d'une manière ou d'une autre. Et puis, le deuxième axe, également nouveau, c'est agir dans ce que le général Poirier appellera le troisième cercle de nos intérêts, c'est-à-dire en gros tout ce qui est hors d'Europe, premier cercle étant la France et le deuxième l'Europe, pour défendre nos intérêts et en particulier vis-à-vis des pays africains avec qui nous avons établi un certain nombre de liens, enfin conservé des liens et établi un certain nombre d'accords de défense. Et donc, on va modeler les forces françaises en fonction de ces hypothèses d'emploi. On va créer une force de frappe nucléaire, on va lui adosser une force conventionnelle dans l'est de la France et en Allemagne, et on va créer aussi une force d'intervention outre-mer, enfin à l'étranger, qui reposera sur des unités en alerte en métropole et des bases à l'extérieur. En Afrique, des bases prépositionnées en Afrique ou dans les départements et territoires outre-mer. Alors, je me suis posé la question de savoir si j'allais étudier tous ces aspects, c'est-à-dire que même la création de la force de frappe, c'est une opération stratégique, qui relève de la stratégie organique, pas forcément de la stratégie opérationnelle d'emploi. Donc, on aurait pu étudier également tout cela, mais cela m'a mené certainement beaucoup trop loin. Et donc, j'ai essayé de me concentrer uniquement sur ce l'autre aspect qui est celui de ces engagements extérieurs, qui au départ étaient conçus comme étant, imaginés comme étant tout à fait limités, petites actions très ponctuelles, et puis qui finalement vont prendre de plus en plus d'importance jusqu'à devenir même complètement, totalement occuper tout l'espace militaire français, pratiquement. En parallèle de notre force de dissuasion nucléaire qui, bien sûr, perdure toujours. Et c'est à tel point qu'on va multiplier les opérations extérieures. On ne sait même pas combien d'opérations extérieures on a fait. On est incapable de les calculer. Certaines comptabilités parlaient de 400 opérations extérieures, mais incluant des choses, alors 400 opérations avec un nom de baptême, mais incluant des choses tout à fait minuscules comme le transport par des moyens militaires de 2 chevaux au roi Faisal. En cadeau au roi Faisal, c'est une opération militaire. Bon, des opérations, donc il y en a des centaines en réalité, et de tout type, très variées. Et j'ai essayé de me consacrer aux plus importantes, qu'il s'agisse des opérations de guerre ou des opérations dites de stabilisation qui déploient au minimum 1000 soldats et qui ont fait l'objet de combats. Et ça nous donne au total 32 grandes opérations extérieures depuis celle du dégagement de Bizerte que j'évoquais tout à l'heure, que je classe effectivement en 2 catégories, des opérations de guerre et des opérations de stabilisation, pour ne pas dire police internationale. La distinction entre les deux étant la notion d'ennemi. Donc, il y a 2 emplois possibles du monopole de la force, c'est la guerre et la police. Voilà, d'un côté, on désigne un ennemi politique à qui on va essayer d'imposer sa volonté par la force. Et puis, de l'autre côté, on fait une mission de maintien de l'ordre au sens très large, et où il n'y a pas d'ennemi, normalement d'ennemi désigné. Bon, on verra que la distinction peut être assez floue entre les deux, mais c'est malgré tout une distinction qui est opératoire et surtout qui est très, très importante. Donc 32 grandes opérations que j'analyse en me concentrant sur le niveau, je appelle le niveau opératif,
C'est-à-dire que je fais pas, en 60 ans, je ne fais pas de description détaillée de tous les combats que nous avons menés, c'était chose impossible. Je ne fais pas non plus un travail de relations internationales, je fais un travail de description de campagne militaire. Alors, bien évidemment, j'inclus là-dedans le processus de décision stratégique parce qu'il conditionne très largement le succès de l'opération qui va suivre. Et c'est par ailleurs un élément fondamental si on veut comprendre comment fonctionnent les opérations extérieures françaises, avec, pour le dire d'un mot, pour qualifier très, très simplement, c'est qu'on a un système de la 5e République qui est très centralisé, et une opération militaire, c'est, pour le dire simplement, c'est quelque chose qui est décidé par le président de la République en Conseil de défense, avec comme seul contre-pouvoir éventuellement la nécessité d'avoir la signature dans le Conseil de défense, d'avoir signature de son Premier ministre. Ça peut être éventuellement, c'est arrivé d'un bord opposé. Mais sinon, c'est quelque chose de très centralisé. Ça dépend énormément de la vision que peut avoir le président de la République de cet engagement. Pourquoi on fait ça? Donc, il faudra étudier, enfin, c'est quelque chose de très personnalisé. Il y aura les interventions de Giscard d'Estaing, il y aura les opérations de Mitterrand, il y aura les opérations de Chirac, c'est très personnalisé. Et en même temps, il y a un fil commun un peu entre tous ces engagements qui est celui, c'est un seul point commun, c'est le souci, dans tous les cas, du rang de la France. On va dire comme ça, de la position de la France. Et bien souvent, en être est le critère premier d'un engagement, parce que la France se doit de participer aux affaires du monde, donc on se doit de participer aux affaires militaires et de s'engager. C'est souvent le critère premier, parfois le seul. Je reviens sur ces 32 opérations, je reviens plutôt sur la définition du général de Gaulle. On établit, comme en science, on établit un paradigme, une sorte de paradigme stratégique, un paradigme militaire, qui définit la manière dont on emploie les forces dans un cadre géopolitique donné et à peu près connu et prévisible. Et dans ce cadre-là, ce paradigme, ce modèle de force, ce système, il est mis en œuvre et il se doit de résister aux faits, aux anomalies. Et le système gaullien qui est mis en place dans les années 60, il résiste à peu près assez longtemps, finalement. Il rencontre quelques anomalies. Première anomalie, c'est le Tchad en 69, où on s'aperçoit qu'on est obligé de mener une guerre de contre-insurrection pendant plusieurs années contre une organisation armée, ce qu'on ne voulait pas faire, on va le faire quand même, et plutôt bien. Et puis la deuxième anomalie, c'est les années 80, où on doit faire face à des situations de confrontation sous le seuil de la guerre ouverte contre l'Iran, d'une part, et la Syrie en particulier, enfin, dans le cadre du Liban, et la Libye du colonel Kadhafi de l'autre côté. Donc, on est dans un cadre qui n'est pas du tout décrit dans les livres blancs, par exemple, de 1972, mais auquel on doit faire face et auquel on fait face plus ou moins bien, et d'ailleurs plutôt mal en ce qui concerne la confrontation avec l'Iran. Mais toujours est-il que ces anomalies sont plutôt gérées par le modèle. On ne remet pas remettre en cause complètement le modèle. Ce modèle est finalement remis en cause dans les années 90 avec la fin de l'Union soviétique. Et là, notre système est pris en défaut, notamment pendant la guerre du Golfe. Pour le dire simplement, on avait prévu d'engager beaucoup de forces à nos frontières, quelques petites forces au loin, professionnelles, mais on n'avait pas du tout prévu d'engager de grandes forces au loin. Et là, on est pris en défaut et ça va être le début d'une transformation de notre système avec comme nouvelle hypothèse d'emploi deux principales, outre la dissuasion qui perdure, j'y reviens, mais qui va être la gestion de crise. Donc, on est dans un cadre qu'on a baptisé le nouvel ordre mondial et qui dit ordre dit maintien de l'ordre. Donc, globalement, l'emploi des forces va relever un petit peu de ce maintien de l'ordre au sens très large. Et on va pratiquer la gestion de crise sous plein de formes différentes, les opérations humanitaires,
armées, des opérations d'interposition, puis quand ça ne marchera pas, on fera des opérations de stabilisation, de sécurisation, etc. Et puis, on fera la guerre, on fera beaucoup la guerre, en fait, pratiquement une fois tous les 4 ans, mais la guerre contre des États qualifiés souvent de voyous, qui contreviennent au droit international. Et on le fait généralement sous forme de coalition, des coalitions menées par les Américains. On fait ça de l'Irak jusqu'à la Libye en 2011. Et pendant une vingtaine d'années, on fait ça à peu près pratiquement tous les 4-5 ans. Et cette période, alors ce qui est intéressant, j'ai oublié d'en parler, mais c'est qu'en 90, on fait face à un basculement du monde. Les règles du jeu changent. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on aurait dû s'y attendre. Parce que les règles du jeu changent régulièrement. Pratiquement tous les 10, 15, 20, 30 ans, vous avez des transformations profondes du système international qui fait que les règles du jeu changent. Et donc, notre modèle d'armée, l'emploi de la force, doit changer aussi. Or, c'est quelque chose que l'on a du mal à anticiper le plus souvent. Et c'était clairement le cas en 1990. Et c'est à nouveau un petit peu le cas au début des années 2000, lorsque on fait face à une nouvelle menace, qui est celle des organisations armées, et plus particulièrement des organisations armées salafo-djihadistes, qui ont été, d'un point de vue militaire, les grands bénéficiaires de la mondialisation, parce qu'elles ont bénéficié de tous les flux possibles d'armes légères, d'individus, d'idées, d'argent gris, etc. Et il y a un saut militaire incontestable fait par toutes ces organisations armées, qui fait que si on prend toutes ces organisations dans le Grand Moyen-Orient et dans les années 2000, lorsque des coalitions se sont formées sous la conduite des États-Unis pour aller le combattre en Afghanistan ou en Irak, on a été incapable de détruire une seule de ces organisations armées. Capable d'en réduire certaines, mais de détruire aucune, ce qui montre également leur capacité de résistance. Pour nous, Français, on est véritablement entré dans cette guerre en 2008. Là, c'est un vrai basculement lorsque le président Sarkozy décide de s'engager en Capissa sur Obi. Donc, c'est la première fois, en réalité, depuis 1979, qu'on engage des bataillons français au combat contre des organisations armées. Depuis, on n'en est pas ressorti, en réalité. On est toujours dans ce cadre-là. Le combat s'est transféré d'Afghanistan au Sahel. Puis, on a envoyé pour la première fois des forces en Irak combattre l'État islamique. Et puis, on a développé des opérations extérieures également dans ce cadre-là, de lutte contre ces organisations djihadistes. Et donc, on est en plein dans ce contexte-là. Alors que, on est toujours, c'est encore d'une grande actualité, alors qu'on a vu réapparaître au milieu des années 2000 de nouveaux acteurs, ou plutôt de nouvelles puissances, d'anciennes puissances, mais toujours des jeux de puissance surtout, qui avaient un peu disparu. Et on se retrouve avec des acteurs qui, à nouveau, utilisent la force ou d'autres moyens pour défendre leurs intérêts de puissance. Et très concrètement, on retrouve, et on y est en plein en ce moment, on retrouve des comportements typiques de la guerre froide dans l'emploi de la force et visant à imposer des volontés à d'autres États par des moyens divers, dont l'emploi de la force armée, que cet emploi soit chaud ou froid. Et donc, c'est un peu le nouveau contexte dans lequel on est. On est un petit peu dans une période de transition, certainement. Peut-être que cette guerre contre les organisations djihadistes va peut-être commencer à toucher à sa fin et qu'on rentre dans une autre période, une autre ère qui imposera très certainement, là aussi, de changer notre modèle de force. En attendant, peut-être dans une dizaine d'années, que les règles du jeu changent à nouveau. Voilà. Donc, je termine, je scande mon livre en ces 3 grandes périodes, la période gaullienne, la période du nouvel ordre mondial, simplifié, la période de la mondialisation des années 90 au milieu des années 2000, et puis la période actuelle, qui est la période de guerre contre les organisations djihadistes. Et je conclus effectivement sur ce nouveau défi et selon moi, ce qui concerne qui est la principale faiblesse de notre outil de défense actuellement, qui est sa grande vulnérabilité au changement rapide. Parce que après des dizaines d'années de réformes,
Nous avons un outil qui est militaire, qui est excellent par de très nombreux aspects, mais qui est en réalité extrêmement réduit et qui est surtout incapable de remonter en puissance pour faire face à des grandes surprises stratégiques, quelles qu'elles soient. Et donc j'essaie d'esquisser sur la fin quelques pistes de réflexion sur la manière de s'adapter à cette nouvelle donne stratégique et surtout à s'adapter à ce qu'on ne verra pas venir, s'adapter à la surprise qui viendra absolument, forcément, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, mais qui viendra forcément. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, cher Michel. J'ai déjà quelques questions. Je vais peut-être en rebondir sur l'une de ces questions. D'abord, merci parce que tu as dit suffisamment de choses pour qu'on ait envie d'acheter le livre pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais pas suffisamment pour qu'on n'ait pas envie de l'acheter parce qu'on pense qu'on sait déjà tout. Donc, je pense que ton pitch, comme on dit aujourd'hui, est assez bon. Alors, une première question de ma part et qui recouvre une question posée dans le chat. Tu parles des interventions décidées essentiellement pour tenir notre rang, pour être là, on va dire. Est-ce qu'il te semble que ces interventions sont moins fréquentes? Est-ce que ça dépend des présidents? Quel est, au fil du temps, comment est-ce qu'il te semble, je te demande un jugement d'ensemble, une impression générale, comment est-ce que ce critère, selon toi, joue ou ne joue pas selon les époques, selon les périodes, selon les présidents? J'aurai d'autres questions ensuite, mais peut-être que pour lancer la discussion, celle-ci est un bon point de départ. Alors, il y a effectivement des styles assez différents selon les présidents. Et il y a il y a 2 présidents qui n'ont jamais lancé d'opération extérieure, grande opération extérieure. C'est Pompidou et c'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est sachant que le premier n'avait pas non plus. Le premier a dû gérer la contre-insurrection au Tchad et il y a mis fin en 1972, considérant qu'au bout de 3 ans, ça suffisait. Et je pense qu'il a été assez sage sur ça, mais par la suite, il n'a pas du tout été interventionniste. En revanche, le président actuel, lui, se retrouve avec plusieurs opérations sur les bras qu'il doit gérer. Et globalement, il essaie plutôt d'en gérer la sortie ou la transformation. Bon, mais pour répondre précisément à ta question, on voit bien, oui, qu'il y a une période qui est la période gaullienne jusqu'à Giscard d'Estaing où on mène des opérations dites nationales, où on est très franco-français. Les opérations en coalition commencent véritablement au début des années 80. En fait, elle commence avec François Mitterrand, pour le dire simplement, la guerre du Golfe. Mais bien avant, il y a par exemple la force multinationale de sécurité de Beyrouth, qui est une des toutes premières opérations multinationales qui se termine par un fiasco retentissant. C'est quand même la plus grande défaite française depuis la fin de la guerre d'Algérie. Mais voilà, on est dans une grande période. Cette grande période de mondialisation, c'est aussi une période de coalition, c'est aussi une période où on ne serait-ce que parce que on a plus de liberté d'action diplomatique, parce que les puissances occidentales ont plus de liberté d'action au Conseil de sécurité. On peut faire un peu ce qu'on veut, que les États-Unis et leurs alliés sont consacrés d'une certaine façon un peu comme les gendarmes du monde à ce moment-là. Et donc, oui, on va multiplier les opérations à ce moment-là et les engagements que l'on mène en coalition, sous plein de formes différentes. Et à chaque fois, il faut en être. Typiquement, au début de la guerre du Golfe, quand on examine un peu le processus de décision, on demande à François Mitterrand pourquoi on fait ça. Parce qu'on ne peut pas, et il répond, on ne peut pas imaginer que la France n'y soit pas. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne sait pas trop. Mais voilà, il faut. Et pardon de t'interrompre, mais le mode de la conversation, c'est aussi cela. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça, de ton point de vue,
d'une certaine manière à propos des opérations en Afghanistan. Oui. On a eu beau dire la sécurité de la France commence à Kaboul, c'était le slogan de l'époque, mais est-ce qu'on ne peut pas dire ça aussi de quasiment toutes les opérations récentes, sachant que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir s'il y a vraiment des opérations où ça a été central. C'est vraiment une question ouverte de ma part. Oui, alors après, comment dire, une opération militaire est destinée à avoir des effets sur un public. Voilà, il y a un public cible qui est dans la tête du président de la République, à qui il pense quand il engage une opération militaire. Alors, en bon militaire, moi, j'ai tendance à me concentrer sur le public ennemi, à me dire, voilà, il faut essayer d'avoir un effet sur l'ennemi, mais en réalité, c'est rarement le public privilégié d'un engagement. Souvent, il peut penser à l'opinion publique. L'opération comme l'opération Sentinelle est destinée clairement au public français, mais il peut penser au public allié, et penser au public aux États-Unis. Quand on s'engage typiquement en 2001 en Afghanistan, on n'a absolument aucune idée de ce qu'on va y faire véritablement. Il faut être clair là-dessus. On y va pour affirmer notre solidarité avec les États-Unis après les attaques du 11 septembre. Et donc, là aussi, typiquement, il faut en être. On ne peut pas faire quelque chose. Voilà. Même en 2008, lorsqu'on s'engage on est 2006, 2007, 2008, on est un petit peu sur la tangente. Il y a une question, est-ce qu'il faut se retirer de l'Afghanistan? Est-ce qu'il faut au contraire s'engager plus? Et Nicolas Sarkozy décide de s'engager plus. Mais quand il fait ça, d'abord, il annonce dans une réunion de l'OTAN, congrès de l'OTAN, et il n'en parle même pas aux représentants de la nation en France, quoi. C'est une erreur majeure, quoi. Donc il en parle aux représentants de l'OTAN, et on voit bien que dans son esprit, c'est typiquement c'est l'objectif, quoi. Après, là aussi, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Après, les militaires doivent se débrouiller, quoi, pour trouver un peu une justification et des objectifs, quoi. Donc oui, c'est souvent le cas quand on s'engage au Mali en 2013. Là aussi, à qui pense-t-on? Alors, on peut penser à nos intérêts à long terme, considérer que si la région se déstabilise profondément, on en paiera les conséquences d'une manière ou d'une autre. On peut penser à notre influence dans la région, on peut penser à nos alliés, typiquement. Hein, quand je reviens très largement en arrière, en 1969, quand le président Tombal Baye demande et face à une guérilla extrêmement puissante et que ce qui s'appelle Fort Lamy à l'époque, N'Djamena est presque sur le point de tomber, il appelle au secours la France et la réaction du général de Gaulle, c'est il faut faire quelque chose pour Tombal Baye. Voilà, il appelle ses conseillers, il dit faites quelque chose pour Tombal Baye. Voilà. Voilà le processus de décision, quoi. Et donc, ça se réduit souvent quand même à quelque chose comme ça. Et donc, il faut toujours imaginer à qui le président pense quand il lance cette opération. Il peut penser à plusieurs. Hein. Et parfois, quand il y a une bonne conjonction de planètes, ça donne quelque chose d'efficace. Quand il pense à l'ennemi, souvent, ça peut donner quelque chose de plus efficace. Bien. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non. Il y a plusieurs questions dans le volet questions-réponses. Il y en a aussi dans le chat. Et tu utilisais plutôt le volet questions-réponses si ça vous est possible. Certaines ne sont pas directement liées au sujet intervention militaire extérieure française. Donc, je vais peut-être donner la priorité à celles qui le sont. J'ai une question, par exemple, qui je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais elle est liée. Quel était le facteur décisif de la décision française d'intervenir en Syrie dans le cadre de l'opération Chamal? Et puis, je vais peut-être ajouter pour moi une question pour laquelle j'ai vraiment besoin d'un éclairage. Ce n'est pas simplement un effet de séance. Dans quelle mesure penses-tu que les différents types d'opérations et de théâtres depuis 30 ans ont façonné, modelé la culture militaire française? Je m'explique. Il y a eu toute la période, il y a quand même eu la période des opérations dans les Balkans. Il y a eu ensuite, beaucoup plus récemment, les opérations de contre-terrorisme en Afghanistan et en Afrique. Qu'est-ce que tu peux dire sur la manière dont les opérations très longues, surtout les séries d'opérations, d'ailleurs les séries d'opérations, influencent des générations littéralement de militaires français? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des générations, pas seulement au sens de
l'engagement et des rotations, mais au sens de la culture militaire et qu'est-ce que ça façonne dans nos armées en termes d'évolution de notre culture militaire. D'accord, je vais répondre à cette question et je vais revenir sur la Syrie tout à l'heure. Très bien. Oui, alors une armée, c'est comme une ville, hein. Il y a plusieurs styles architecturaux qui s'accumulent. Une armée où on fait, enfin au moins les officiers peuvent faire 20, 30 ans de carrière. On a une pyramide qui cumule plusieurs générations d'officiers. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 80, donc j'ai passé mes journées à me préparer à affronter des divisions blindées soviétiques en Allemagne. Je suis parti en école, je suis ressorti, j'étais officier. L'Union soviétique avait disparu. Là, je suis rentré dans un grand cycle de gestion de crise, donc c'est la grande période du soldat de la paix, casque bleu. Et puis après, on a basculé dans des opérations de guerre, enfin, avoué. Là, j'étais passé officier supérieur. Mais quand j'étais à l'état-major des armées, effectivement, on avait encore un top management, un top commandement qui était issu de la guerre froide. Des officiers comme moi qui étaient issus plutôt de la génération gestion de crise, et puis des jeunes capitaines qui commençaient à revenir d'Afghanistan et qui, eux, combattaient véritablement. Et à chaque fois, bien sûr, il y a chaque type, pas tellement les lieux, mais les types d'intervention créent des habitudes, créent une pratique. Et typiquement, c'est quand on est un peu dans la transition entre deux périodes que les choses sont un peu compliquées. Pour le dire, d'un exemple très simple, au moment de l'embuscade d'Uzbin en 2008, donc en Afghanistan, là on découvre si les choses s'il y a eu des erreurs, si les choses sont relativement mal passées, c'est qu'on était encore dans une optique. Beaucoup de gens avaient encore la tête dans des pratiques que l'on faisait précédemment, quoi. Et on avait perdu déjà un certain nombre de savoir-faire, de compétences, et on s'est retrouvé décalé avec la réalité. Donc oui, c'est quelque chose qui influe. Donc là, maintenant, on a une génération, comme ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est en guerre contre les organisations armées, on a pratiquement une génération tout un corps d'officiers qui a été engagé au combat. C'est quelque chose qui est assez nouveau, enfin qui est depuis très longtemps que on n'a pas ça. Mais après, les choses peuvent changer très vite. Elles changent aussi très vite dans le corps des sous-officiers, elles changent plus vite parce qu'il y a une rotation très forte dans le corps des officiers, et encore plus évidemment dans les militaires du rang. Mais ça imprime. Bien sûr, il y a une pratique très forte, d'autant plus que on fonctionne beaucoup plus par cette pratique, par cette habitude, que par des règlements écrits, pour utiliser très, très largement. Donc, on saute sur la française, il est un peu un nomade qui saute d'une opération à l'autre, dans un coin du monde à l'autre, et il a tendance à forcément refaire un petit peu ce qu'il a toujours connu, quoi. Voilà, donc oui, ça peut entraîner ça suppose au sein d'une même génération d'officiers, il faut se remettre en cause, forcément, quoi. Quand les choses, vous parlez des ruptures stratégiques, du contexte, quand ça change tous les 20 ans, ça veut dire qu'au cours d'une même carrière d'officier, on va être percuté par des grands changements et qu'il faudra forcément se remettre en cause, ce qui n'est jamais évident. Je rebondis juste une question. Je vais venir sur la Syrie. Sur l'Afghanistan, je disais, voilà, on commence la guerre en 2008. Oui, il y a l'engagement d'abord, il y a l'engagement de l'armée de l'air, des forces aériennes, même si elles frappent relativement peu. Et puis, il y a l'engagement des forces spéciales à partir de 2003-2006, mais qui reste un engagement. C'est véritablement le début de l'engagement en guerre. Et c'est un engagement qui est très limité en volume, en réalité, et qui, en plus, est caché, quoi. Pendant très longtemps, est caché. Voilà. Là, 2008, on engage des bataillons complets en guerre ouverte contre les organisations armées. Et là, c'est une révolution, puisque, comme je disais tout à l'heure, on ne faisait plus ça depuis 1979, depuis les engagements au Tchad. De la même façon que 2013, lorsqu'on s'engage au Mali, là aussi, c'est une véritable révolution, au sens où on revient à quelque chose qu'on faisait précédemment.
où on ne faisait plus d'engagement de ce type d'opération directe en Afrique depuis très longtemps. Alors, je reviens sur la Syrie. Oui, pourquoi on s'engage en Syrie en 2015? Pour moi, c'est quelque chose qui est cohérent, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez un ennemi qui est de part et d'autre de l'Euphrate, qui est de part et d'autre de la frontière en Irak et en Syrie, vous avez le même ennemi. Donc, c'est pareil, un peu compliqué de se limiter à la frontière, surtout quand, voilà, c'est un problème de cohérence stratégique, cette cohérence, d'autant plus qu'on n'était pas franchement amis avec le gouvernement syrien à l'époque, ce qui pouvait amener des effets paradoxaux. Le premier, c'est que donc on pouvait se passer de son autorisation pour intervenir. Et puis le deuxième, c'est que en revanche, on ne pouvait pas se justifier d'une demande d'aide de ce gouvernement. Donc on était un peu dans le flou, on était dans un flou juridique contestable, puisqu'on ne pouvait pas s'appuyer sur un mandat du Conseil de sécurité, parce que les Russes s'y seraient opposés très largement, et on ne pouvait pas s'appuyer sur une demande d'aide de la part d'un gouvernement. Oui, mais Michel, il me semble que on a très clairement justifié l'opération par la légitime défense, dès lors que on était en Syrie. Là, on peut distinguer l'Irak et la Syrie, et on a tout de suite dit légitime défense, il me semble, non? Oui, non, mais elle a fait appel à l'article 51, la Charte des Nations Unies, légitime défense. Bon, après, quand on regarde près cet article 51, bon, c'est pas si clair que ça. Mais bon, on notera, oui, légitime défense. Alors, ce qui amène un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté de la frontière, on fait la guerre. Donc, qui dit guerre, on a le droit, la légitimité de combattre, de tuer, pour dire franchement, n'importe quel combattant ennemi. Et puis, de l'autre côté de la frontière, on dit, voilà, on ne frappe que ceux qui préparent des attentats contre nous, quoi. Ce qui est d'ailleurs une forme de surréalisme militaire pour moi, mais et qui en même temps donne une touche un peu policière à la chose, c'est-à-dire qu'on essaie de prévenir des attentats, quoi. C'est-à-dire que comme comme le DGSI prévient des attentats en France, quoi. Donc c'est la justification que l'on avait employée. Tout ça a été balayé parce que les premières frappes que l'on a effectuées, c'était à l'automne 2015, quelques semaines avant les attentats du 13 novembre en France, et puis après il n'y a plus de problème. Au passage, on parle des frappes. On s'est posé des questions au moment des frappes aériennes parce que c'est visible, mais on avait déjà engagé des forces spéciales depuis un certain temps sur le territoire syrien. Et là, on n'en parlait pas. Et donc, pour conclure, oui, pour moi, c'est tout à fait légitime de s'engager en Syrie contre l'État islamique, et même cohérent. Merci. Alors, il y a une question que je ne vais pas poser, ou plutôt je vais la lire, mais on va y répondre tout de suite, parce que je pense que toi et moi serons d'accord sur la réponse. Y a-t-il un rapport entre la portée de la dissuasion nucléaire de la France et l'aire géographique des OPEX? La réponse est non. Mais la question, je crois qu'il ne faut pas qu'on plaisante de cette question, puisque on peut se demander, après tout, si la dissuasion, c'est pas aussi destiné à protéger d'une escalade. Bon, alors, ça n'est pas à moi de parler, même si je pourrais donner la réponse, mais je crois très clairement que chez Michel, la réponse sera non, mais je te laisserai bien sûr développer sur ce sujet. Peut-être, du coup, en profiter pour poser également une autre question qui est, nous avons au moins deux questions sur tout simplement le bilan, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait récemment. C'est une question très classique que tu traites en partie dans ton livre d'ailleurs, mais elle est assez incontournable. Barkhane en particulier, mais peut-être pas seulement, parce qu'il y a d'autres questions sur le sujet. Qu'est-ce que la France a bien fait et qu'est-ce qu'elle a mal fait? Voilà, pour résumer un peu le sentiment qui ressort de plusieurs questions qui sont posées à ce sujet. Mais sur le premier point, n'hésite pas à donner ton avis. Oui, alors ce sera rapide. Oui, donc, bien sûr, il n'y a pas de lien, pas de corrélation entre l'espace des interventions conventionnelles, je dirais, et puis l'espace de dissuasion, qui maintenant, de fait, peut s'appliquer à quasiment le monde entier, quoi. On a des moyens, des armes qui peuvent taper n'importe où, quoi. Alors que conventionnellement, on est limité aussi dans nos capacités, tout simplement. Mais je fais juste un lien qu'on ne fait plus, mais j'avais été frappé c'est Michel Debré, je crois, qui disait, quand il parlait des opérations extérieures, il faisait le lien avec la dissuasion.
nucléaire en disant voilà, comment voulez-vous qu'on soit, parce qu'il y avait l'obsession de la crédibilité. Donc il faut montrer qu'on est déterminé, s'il le faut, employer l'arme nucléaire. Donc c'est quelque chose qui était très prégnant et il mettait en relief les opérations extérieures vis-à-vis de ça. Et il disait comment voulez-vous qu'on soit crédible dans la défense de nos grands intérêts vitaux, si on ne l'est pas quand on mène des opérations, si on n'est pas crédible, si on lâche nos petits intérêts très facilement, ce qui imposait d'ailleurs une obligation de fermeté et de démonstration de détermination dans nos opérations, ce qui pouvait également être extrêmement pénalisant. Mais c'est ce qui joue d'ailleurs maintenant dans un autre sens, puisque les armées, enfin en tout cas le pouvoir politique, ne manque jamais une occasion de rappeler discrètement que lorsqu'on engage des rafales des forces aériennes stratégiques, ce sont aussi des rafales qui peuvent exécuter un raid nucléaire. Et lorsque l'opération contre la Syrie en 2018 a été lancée, il a été dit très clairement, en tout cas il était au moins sous-entendu, si ce n'est dit, que c'était une opération du type de ce que pourrait être un raid nucléaire face, par exemple, à des défenses antiaériennes russes. Voilà. Donc le lien existe quand même entre les deux. C'est juste pour le bénéfice de ceux de nos auditeurs qui connaissent très mal ces questions. Je crois qu'il y a parfois des liens tout de même entre les deux. Et je crois que le raisonnement de Michel Debré n'est pas totalement aujourd'hui dénué d'une certaine pertinence. Qu'en penses-tu ? Oui, non, mais tout à fait. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a exclu les moyens nucléaires, aériens, des opérations, justement pour ne pas, alors que c'était nos moyens les plus sophistiqués par définition, de leur capacité de pénétration des défenses aériennes, et on ne les a pas engagés, par exemple, pendant la guerre du Golfe, justement pour bien distinguer les choses et montrer que il n'y avait pas du tout de risque d'escalade nucléaire et pas d'emploi de la force d'armée nucléaire. Maintenant, on fait l'inverse, on utilise ces moyens. D'abord, il y a aussi un aspect très pratique, c'est une manière de s'entraîner aussi, de préparer, de préparer les choses. Et puis ensuite, c'est effectivement, il y a un effet, c'est de la stratégie déclaratoire, de la stratégie de démonstration, en disant voilà, non, ce qu'on a été capable de faire conventionnellement serait de 2000, 3000 km qu'on a été capable de faire conventionnellement, on pourrait le faire tout aussi bien en portant des munitions nucléaires. Voilà, donc c'est un aspect démonstratif qu'il ne faut jamais s'interdire, ça ne mange pas de pain, qu'il ne faut jamais s'interdire éventuellement d'utiliser. Alors, je reviens sur le bilan, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Alors bon, c'est beaucoup d'opérations, donc c'est un peu compliqué. Je dirais que pour moi, une opération, je l'évoquais un petit peu dans mon propos, c'est une opération modèle, c'est l'engagement au Tchad, 69-72. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est la première opération dite de contre-insurrection moderne, c'est-à-dire qu'on intervient dans un pays étranger, souverain, face à une organisation armée qui, par principe, est plus forte que l'État que l'on vient aider, sinon il ne nous appellerait pas au secours. Au bout de 3 ans, on n'a pas résolu le problème, on n'a pas détruit cette organisation armée, le Front de Libération Nationale, en l'occurrence, mais on considère que ça suffit. Voilà, qu'on a atteint des résultats satisfaisants. Et donc, on se désengage en partie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au bout de 3 ans, ça commence un peu à grogner aussi au Tchad, on commence à se plaindre de la présence française. D'un commun accord, on dit écoutez, on s'en va. Les objectifs nous avons atteint ce qui était suffisant. Voilà, donc on va maintenir quelques forces d'intervention, et puis c'est très bien. Et c'est une opération, c'est une rare opération d'ailleurs, de contre-insurrection moderne qui peut être considérée comme réussie. Et en considérant que ce n'était qu'un résultat relatif, mais suffisant, et que très probablement on aurait sans doute à réintervenir, ce qu'on a fait que 5 ans plus tard. Bon, donc là, je pense qu'on a une bonne conjonction stratégique, bonne conjonction de planètes. L'opération Serval, pour rebondir sur les événements actuels, l'opération Serval, pour moi, au Mali, en 2013, était aussi une bonne conjonction il y avait, c'est une bonne stratégie. Une bonne stratégie, c'est on met en accord des objectifs réalistes avec des moyens disponibles et des méthodes adéquates. Donc là, on a un président de la République en 2013 qui assume la guerre, c'est déjà important, qui donne des objectifs clairs aux militaires. Alors, vu du point de vue des militaires, c'était un peu une grande surprise, tout ce que Serval, c'était une énorme surprise aussi.
On a des objectifs clairs, on assume la guerre, et puis on a les moyens pour la faire. Et donc, effectivement, ce n'est pas une victoire totale, on n'a pas détruit, avec l'opération Serval, on n'a pas détruit les organisations djihadistes, mais on a atteint nos objectifs limités et, à mon sens, qui étaient suffisants. Et je pense que la grande erreur, ça a été justement de rester au Mali et de ne pas se revenir dans une situation d'intervention, une situation de pompier. On a voulu jouer un peu les gendarmes alors qu'on est très bon dans le rôle des pompiers, en réalité. C'est là où on est le meilleur. Et donc, on est resté au milieu d'une zone de problèmes dont on aurait pu imaginer qu'on n'allait pas les régler, ou qu'ils n'allaient pas en tout cas se régler très vite. Des problèmes de tout ordre, des problèmes d'irrédentisme, enfin de séparatisme, des problèmes économiques, sociaux, politiques, enfin de tout type. C'est un nœud de problème, le Mali. Et voilà, on a décidé de rester au milieu de ce nœud de problème. Et forcément, avec une stratégie qui, à mon sens, justement, n'était pas réaliste. L'idée, on va exercer la pression sur les groupes djihadistes le temps qu'on soit relevé par des forces de sécurité locales qui seront performantes et qui prendront le combat à leur compte, c'était irréaliste. On aurait pu, on l'avait anticipé pour beaucoup, en disant, mais attendez, c'est pas possible. D'abord, on n'exerce pas, en même temps que l'on fait ça, on s'engage en Centrafrique, on s'engage en Irak, on s'engage puis en Syrie, on s'engage avec l'opération Sentinelle. Donc, au bout du compte, les moyens qui nous… Et tout ça alors qu'on est en train de réduire encore les budgets, qu'on est en train de réduire les effectifs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incohérence, et je reviens à cette idée du public, on a multiplié un petit peu les opérations parce qu'il fallait il fallait être présent un peu partout. Donc, on a placé des soldats français un peu partout, et puis au bout du compte, on était on était partout, mais fort nulle part. Donc, cette pression a été insuffisante sur l'ennemi, et puis surtout l'idée que d'un seul coup, les forces armées maliennes allaient se transformer en puissance militaire, en superpuissance militaire, c'était une illusion. Il y a trop de problèmes structurels pour imaginer des changements rapides. Ça, j'y reviens, c'était anticipable très largement. Et donc, on s'est mis un peu par hubris, un peu par excès de confiance. On avait réussi. Opération Serval, on a été applaudi, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, qu'on avait réussi quelque chose, et puis voilà, on est parti dans une période d'optimisme, d'euphorie, quoi. En économie, enfin en finance, on appelle ça le moment de Minsky, quoi. C'est-à-dire on multiplie on devient de moins en moins prudent jusqu'au moment où arrive la crise, quoi. Et puis là, on s'aperçoit que on n'a plus les ressources pour faire face, quoi. Donc, on s'est retrouvé coincé très largement dans un truc quelque chose qui nous échappait. Oui, voilà. Je me souviens personnellement d'entendre, lorsque Barkhane est lancé, la communication officielle des armées consistait à dire que c'est une opération qui était lancée pour 2 ou 3 ans, je crois. Moi, je ne prétends pas aussi fin analyste militaire que toi, mais en revanche, il me semblait assez facile de dire, je le dis à l'époque, non, on y est pour 10 ans minimum. Voilà. Je veux dire, pour des observateurs, même sans expérience militaire, il était assez facile de prévoir ce type de choses. Alors, il y a beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir toutes les prendre, bien sûr. Je vois que le général Matt nous fait aussi un rappel utile sur toutes les vertus du Mirage 4, du Mirage 4P de la dissuasion, qui était l'avion de reconnaissance utilisé par d'autres, pour bien d'autres missions, bien sûr. Je voudrais prendre 2 points qui me semblent particulièrement intéressants. L'un sur l'insertion, ou plutôt la coopération avec les forces européennes dans nos opérations. On connaît les arguments, c'est bien pour la légitimité politique, mais ça met plus de temps et ça complique un petit peu. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, sur notre coopération concrète, nos expériences de coopération concrète avec des forces européennes dans nos opérations? Et puis, il y a des questions classiques sur l'évolution éventuelle de l'acceptabilité des pertes, entre guillemets, question classique que nous avons déjà traitée dans d'autres cercles. Je crois que là-dessus, ma vision, c'est qu'il faut quand même se méfier des raisonnements simples. L'acceptabilité, il y a plusieurs niveaux. Je n'existais pas à l'époque, mais en 83, quand on part du Liban après le Drakkar, il me semble que c'est pas forcément l'opinion publique elle-même qui réclame massivement qu'on se retire. Je crois que c'est sous ton contrôle, c'est un peu plus compliqué.
compliqué que ça. Et je crois aussi que là-dessus, quand l'opinion publique comprend les enjeux, qu'elle a le sentiment que les enjeux sont forts, l'opinion publique soutient les opérations. Qu'en penses-tu? J'ai pris trop de temps, mais prends tout le temps de répondre sur ce point. Oui. Alors, le problème des missions en coopération européenne, c'est que, enfin, comme je disais, bon, le problème de la France, c'est qu'il y a 50 millions de Français, mais qu'il y a plusieurs milliards d'étrangers. Nous, notre problème en coopération, c'est qu'il y a les Français, puis il y a les autres. Et que les autres, ils ne fonctionnent pas comme nous, et que, on va dire simplement, on n'a pas du tout la même culture stratégique. Donc, faire des opérations avec des nations européennes qui n'ont pas du tout l'intention de s'engager au combat, de faire prendre des risques à leurs soldats, forcément, ça limite quand même considérablement les choses. Si tout le monde fonctionnait la manière française, en réalité, ça pourrait, les choses seraient beaucoup plus simples. Donc, on monte des opérations européennes, comme tu l'as évoqué, hein, souvent pour en partie pour partager le fardeau, souvent pour dissimuler le drapeau derrière le drapeau européen. Alors, c'était le cas notamment un certain nombre d'opérations en Afrique, mais on bute toujours sur les mêmes problèmes. C'est souvent long à organiser, c'est compliqué. Ça devient rapidement des sortes d'usines à gaz, et puis au bout du compte, la production est relativement faible. Je donne juste un exemple très concret, très actuel, avant que l'opération, enfin que la task force Takuba soit terminée, ce qui ne devrait a priori pas tarder. Là, on a décidé de monter une opération européenne, France, nation cadre, avec des nations européennes, le maximum. Donc, là aussi, on partage le fardeau, on implique beaucoup plus de nations, on acquiert un peu plus de légitimité dans notre action, on se camoufle un petit peu. Mais pour monter cette task force Takuba, on met pratiquement deux ans, voire plus, pour la constituer, alors que les choses sont urgentes sur place. Donc, il faut 2 ans. Ensuite, on met, là aussi, on constitue à nouveau une sorte de quelque chose qui est un peu une usine à gaz. Quand vous voyez les Italiens qui disent nous on fournit des hélicoptères de transport et des hélicoptères d'attaque, alors c'est quelque chose qui est hyper précieux, mais uniquement pour faire des évacuations sanitaires. Ces instruments ne serviront jamais au combat. Déjà ça limite considérablement les choses. Et au bout du compte, on a Takuba actuellement, c'est 750 soldats de 11 nations européennes qui sont là pour accompagner 200 soldats maliens, pour situer un peu le truc. Et puis, vu d'ailleurs du côté malien, et c'est un phénomène récurrent, ils disent, attendez, vous vantez d'être à 11 nations, d'être impliqués, on voit des hélicoptères d'attaque, il y a plein de trucs, moyens. Et finalement, pour quel effet sur le terrain pas grand-chose, Et donc, il y a toujours ce décalage entre, il y a 60 nations, des militaires de 60 nations au Mali, et pour un résultat militaire qui leur paraît extrêmement faible. Voilà. Sur les pertes, oui, les pertes, ça change. L'acceptabilité, la vision qu'on peut avoir des pertes humaines, ça change beaucoup suivant les contextes opérationnels. Quand vous êtes en opération Serval, vous avez un soldat qui tombe, vous pouvez dire, voilà, ok, mais on est dans le sens, sa mort a servi à quelque chose. On a libéré Tombouctou, on a libéré Gao, on a détruit de grandes bases. Vous regardez sur la carte, vous voyez les drapeaux qui avancent, c'est clair. Quand vous êtes dans l'opération de Barkhane où on fait de la guérilla contre de la guérilla, on fait plein de petites actions, vous avez des soldats qui tombent, c'est très difficile, c'est très flou de savoir pourquoi, quelle utilité sa mort a pu avoir. Donc il y a des contextes, il y a des contextes aussi nationaux. Les choses, on ne voit pas les choses de la même façon après les attentats de 2015, par exemple. On ne voit pas la guerre de la même façon qu'avant. On parlait de légitimité de l'action. Je me rappelle, moi, de la guerre du Golfe en 90, tout le monde était persuadé que ce serait très meurtrier. Alors, je n'ai pas fait, je suis arrivé juste après, mais les unités qui étaient sur place avaient reçu des centaines de body bags, des sacs pour mettre les corps. Et c'était accepté. C'était accepté par l'opinion. Donc, ça peut changer. Et puis, les choses, je pense qu'il y a l'idée que l'opinion publique n'accepte pas les pertes. En réalité, on ne sait rien. En réalité, ça relève un peu, pour moi, ça relève un peu de la croyance. Qui aurait imaginé que les Américains, si on dit en 2003, 2001, vous dites avant les attentats, voilà, vous allez vous engager dans des guerres. Est-ce que vous accepterez qu'on s'engage dans des guerres qui vont faire 6000 morts et des dizaines de milliers de blessés? Bon, peut-être pas sûr.
pas évident, quoi. Et alors, en fait, oui, ça s'est passé et il y a eu deux guerres avec 6000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Voilà, et c'est accepté, quoi. Là, il y a une capacité des nations à accepter un certain nombre de choses, beaucoup plus que, bien évidemment, au niveau local et individuel des familles, où là, les choses sont vues évidemment différemment, mais qui sont aussi un acteur qui peuvent avoir un impact sur la vie politique. Et je terminerai juste avec cet exemple de l'Oxford Union, c'est-à-dire que c'est le 1930, 1933, je ne sais plus, 33, je crois. On fait un débat à l'Oxford Union, les élèves de l'université d'Oxford. Le débat, c'est est-ce que vous êtes prêts à mourir pour le roi et la patrie? Débat, vote, immense majorité des étudiants ou des anciens étudiants disent non, nous ne mourrons pas pour le roi et la patrie. Nous n'accepterons pas de partir au combat et de mourir pour le roi et la patrie. Quelques années plus tard, 1939, la Royal Air Force arrive à Oxford, nous voulons des volontaires, et pratiquement les mêmes qui ont voté non se lèvent et arrivent volontaires en masse. Donc les choses changent très vite suivant les contextes. Voilà. Oui, merci. Merci de ce rappel historique, Michel. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour ce que j'en sais. J'ai peut-être une dernière question assez générique, mais après tout, nous n'avons plus que 4 minutes dans le temps qui nous est imparti. On ne pourra pas beaucoup dépasser. Si tu avais un très bref résumé à faire des forces et faiblesses de la France dans ses opérations extérieures, en comparatif au regard d'autres pays, les Américains bien sûr, mais les Britanniques également, peut-être d'autres, les 3-4 points, ou les 2 ou 3 d'ailleurs, qui te semblent nos grandes forces et nos grandes faiblesses, dans ce domaine-là bien sûr. Oui, bien sûr. Notre grande force, c'est la réactivité. Alors ça vient de notre processus de décision, est très centralisé. Il suffit que le président le décide et le lendemain, vous avez des militaires français n'importe où qui sont engagés quelque part. Donc ça a des inconvénients par ailleurs, mais en termes de réactivité, c'est extrêmement appréciable. Avec des unités qui sont très disponibles, qui sont prêts à partir très vite. Avec maintenant, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, une armée qui a une somme d'expérience qui est absolument considérable. Les soldats français sont les plus engagés au monde par rapport au volume des forces. Et donc, on a une expérience des opérations et même des combats qui est assez unique, incontestablement. Quand je commandais une compagnie d'infanterie de marine, j'avais calculé qu'on avait tous fait ensemble 700 opérations extérieures. Donc là, il y a un capital qui est assez considérable. On a des unités de combat et des moyens matériels qui sont plutôt bons, incontestablement. Voilà. Et notre principale faiblesse, c'est que nous sommes devenus tout petits. C'est-à-dire que quand on a une capacité de projection maximale de 15 000 soldats, de 45 avions, ça limite considérablement les choses, quoi. Ça limite la forme des opérations. Quand on s'engage au Sahel, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas tenir le terrain, on peut pas. Donc, en gros, on peut faire que des opérations de raid, de frappe, des opérations ponctuelles, limitées, c'est au bout du compte assez limité. Si on fait des opérations en grand, on est obligé de faire appel à d'autres, on est obligé d'agir en coalition. Et puis, notre grande faiblesse qui est reliée à ça, c'est notre incapacité à remonter en puissance, en réalité. C'est-à-dire que parmi les choses qu'on a sacrifiées en premier pendant la longue crise des années 90, ce sont les réserves. Nos réservistes. En 1990, on avait 450 000 réservistes, si je me souviens bien. Donc maintenant, il n'y en a plus qu'aux alentours de 30 000 pour l'armée, pour les forces armées, quoi. Donc on a supprimé ça. On a supprimé les stocks. On n'est pas. Donc, de la même façon qu'on a eu du mal à faire face à une grande surprise qui était la pandémie, qui aurait dû ne pas être une surprise, mais qui l'a été au bout du compte, le Covid-19, là aussi, on a perdu plein de. On a perdu notre capacité à faire face à quelque chose de très important, de très grand. Mais au bout du compte, j'ai oublié, bien sûr, on a quand même un autre atout qui est notre force de frappe nucléaire, qui nous maintient toujours dans la cour des grands et qui reste toujours notre assurance vie. Et on ne peut que louer tous les jours les dirigeants de la 4e République et de la 5e qui ont décidé d'investir dans cet outil.
Voilà. On a peu parlé, on n'a pas parlé de tout. Je crois que c'est utile de rappeler, on a quand même une centaine de personnes avec nous, de rappeler que les opérations extérieures, c'est pas seulement des marsouins et des soldats de l'armée de terre et l'armée de l'air, c'est aussi des opérations de la Marine nationale qui sont souvent plus discrètes, qui font moins d'images fréquemment, même si la Marine nationale communique désormais assez bien, mais il y a beaucoup d'opérations de contrôle de l'embargo, de surveillance, enfin, de contrôle de piraterie, qui sont aussi des OPEX, même Je si elles parle font moins. de la guerre de la langouste. Absolument. Et ça, je sais que tu en parles aussi. Écoute, nous sommes arrivés au bout du temps qui nous était imparti. Donc, comme on dit à la télévision, Michel Goya, Le Temps des Guépards, c'est chez Talandier. Et je dirais à la semaine prochaine si j'avais une émission, mais en tout cas, voilà, le livre de Michel fait désormais référence. Merci infiniment, cher Michel. Tu avais, je ne t'ai pas frustré, tu n'avais pas de mots ou de points que tu voulais absolument mentionner avant de nous quitter. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Un grand merci à Michel Goya et à bientôt pour d'autres, non pas pour d'autres aventures, mais d'autres webinaires de la FRS. Merci, cher Michel, à bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée.